Ils ont beau créer des emplois, participer au développement de leur pays, en Afrique, les milliardaires n'ont pas bonne presse. À ceux proches du pouvoir, il est reproché de bénéficier de passe-droits quand ils ne sont pas accusés d'être des prête-noms. À ces hommes d'affaires, un livre rend justice, car avant toute chose, ils contribuent à bâtir la richesse du continent. Michel Lobé-Ouané, bonjour. Bonjour. Être milliardaire en Afrique aujourd'hui est le titre de l'ouvrage que vous signez. En 2021, selon le classement Forbes, le continent comptait 20 milliardaires, dont la fortune moyenne est estimée à 4 milliards de dollars. Vous dressez le portrait de 12 hommes d'affaires originaires de 9 pays. Quels ont été les critères de sélection? Le premier critère de sélection, si je peux dire, c'est que c'est des milliardaires que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, sur lesquels j'ai enquêté. Ça, c'est vraiment le premier critère. Le deuxième critère est un peu plus, j'allais dire, un peu plus objectif dans le sens où c'est des milliardaires que, en tant que rédacteur en chef de Forbes Afrique, que j'ai été pendant 10 ans, nous avons réussi à mettre en évidence à travers l'exercice qui est un exercice classique de Forbes Afrique, le classement des personnalités les plus riches d'Afrique. Bon. Dans cette sélection, il n'y a pas que des hommes d'affaires francophones, il y a des hommes d'affaires d'autres horizons. Donc j'ai vraiment, c'est des gens, je peux dire, j'ajoute le troisième critère, c'est des gens pour qui j'ai vraiment eu euh, un intérêt parce que je les ai trouvés originaux, je les ai trouvés vraiment intéressants dans le sens où ils apportent quelque chose de très particulier en Afrique et qu'ils sont, pour faire une référence à votre introduction, qui sont le contre-exemple de l'idée reçue selon laquelle les hommes d'affaires africains n'ont pas de légitimité. Alors, à l'exception du Tanzanien Mohamed Djewi, le roi du textile qui a transformé l'entreprise familiale, tous ont bâti leur fortune en commençant au bas de l'échelle. Il y a d'ailleurs, pour reprendre une de vos expressions, vous dites de l'étal au sommet. Pour autant, cela ne les rend pas légitimes, car en Afrique, la richesse rime souvent avec corruption ou alors avec collusion avec le pouvoir. L'idée très généralement reçue, c'est que les hommes d'affaires sont des gens qui ne respectent pas les lois, qui fraudent à la douane, qui sous-payent leurs impôts, donc qui font une déclaration en dessous de leurs véritables revenus, qui ont des passe-droits, qui souvent sont des prête-noms pour des hommes politiques. Ce n'est pas entièrement faux, mais il y a, et il faut le dire, et j'essaie de le démontrer, il y a des hommes d'affaires qui ont construit leur fortune de manière, je ne dirais pas linéaire ou transparente. Non, ils ont affronté un environnement qui n'est pas toujours facile, Très qui est souvent hostile même dans très certains pays. hostile, qui est souvent hérissé de tellement d'obstacles. Mais ils ont compris un certain nombre de choses qui sont des recettes de succès. La première, c'est que le pouvoir est utile, mais il faut savoir tenir une distance. Deuxième chose, ils ont compris que le marché, ce n'est pas leur pays. Le marché, c'est l'Afrique. C'est le continent. C'est le continent. Et ce qui est, malgré les frontières, malgré les complications pour les visas, ils ont anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de libre-échange. Troisièmement, ils ont fait le choix de la diversification. Tous ces milliardaires ont fait la diversification. Donc, ils ont commencé certains au bas de l'échelle, comme prenons l'exemple du Camerounais Dampoulou. Il a choisi d'investir hors du Cameroun et dans un pays improbable à l'époque, l'Afrique du Sud, du temps de du l'apartheid. temps de l'apartheid. Et c'est un choix. Mais c'est ça, ces gens ont Un choix osé, mais osé, qui a payé. au moment où les Blancs d'Afrique du Sud commençaient à s'enfuir parce que le changement politique qui allait mettre fin à l'apartheid se faisait jour, beaucoup ont vendu sous leur valeur, très en dessous Ils de ont leur valeur. bradé. Voilà, ils ont bradé leurs actifs, des tours,
des immeubles de 30 étages, 50 étages et tout. Souvent, c'était des banques, des grosses multinationales. Et bon, c'est tout ça pour répondre à la question, c'est des gens audacieux, c'est des gens qui suivent des intuitions, qui ne sont pas toujours très rationnels, mais qui ont toutefois une rationalité économique évidente. Et pourquoi avoir exclu les femmes de ce classement alors qu'une femme, notamment l'angolaise, Isabel dos Santos, a toujours été présentée comme l'Africaine la plus riche? Alors, je n'ai pas exclu les femmes. En tout cas, il n'y en a aucune Voilà. dans votre livre. Bon, il y en a quand même une qui est Oui, mais dans l'ombre de son dans mari. l'ombre de son père. Mais Oui, non, en fait, la première réponse à cette question, c'est tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, un, et deux, elles sont muettes. Elles fuient je veux bien entendre qu'elles soient muettes, mais je ne peux pas accepter qu'il n'y en a pas. Non, non, il y en a, mais il y en a beaucoup. Il y en a pas. Il y en a, mais je vous assure, quand on a fait le classement des riches francophones, on a eu du mal à en trouver. Pas parce qu'elles n'existent pas. Parce qu'elles sont discrètes. Elles sont discrètes, elles sont cachées. Et je vais vous donner... Bon, je réponds déjà. J'en parle un peu parce qu'il y a le portrait de Syndicat de Kolo. Son feu mari. Le feu mari de Isabel dos Santos. Et à travers son portrait, en fait, je fais le portrait des deux. Alors, tous ces hommes d'affaires ont en commun d'être des adeptes de l'Afrique-capitalisme, hein, une notion chère à Tony Elumelu, une philosophie qui prône l'engagement du secteur privé à travers des investissements à long terme qui créent la prospérité économique, hein, et le bien social. Est-ce que les effets sur le développement de leur pays est palpable? Parce qu'on peut en douter. Au fond, la question est de savoir, est-ce que les milliardaires africains, comme c'est le cas dans un pays comme les États-Unis, mais de plus en plus on le voit comme en Chine, comme dans d'autres pays, même la France, en fait, ce n'est pas l'État qui crée la prospérité. L'État crée les conditions, met un cadre, fait des incitations quand il le faut. Mais c'est les acteurs de l'économie, c'est les hommes d'affaires qui créent la richesse et qui créent la prospérité. Aux États-Unis, on a vu la révolution industrielle, c'était les John Ford, les Rockefeller, les Carnegie, etc. Aujourd'hui, la révolution digitale, c'est qui? Les Zuckerberg, c'est les Elon Musk, etc. En Afrique, ça commence à arriver. L'exemple, le bon exemple, évidemment, le plus tangible, c'est celui de Dangote. Dangote, aujourd'hui, c'est un exemple que je peux donner. Il est en train de construire la plus grande raffinerie de pétrole du Nigeria. Le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole africain, mais tout, ouais. C'est un pays où pratiquement la totalité du pétrole était exportée. Aujourd'hui, dans quelques années, il y aura au moins 50% de la production qui sera transformée sur place, et c'est Dangote. Mais alors, comment expliquer, Michel Lobé-Ouané, que tous ces milliardaires n'aient pas contribué à amorcer l'industrialisation du continent? Parce que c'est par là que l'économie du continent pêche aussi. Oui, dire qu'ils n'ont pas amorcé, je ne suis pas entièrement d'accord. Disons que l'impact est encore très limité. Il n'est pas perceptible. Voilà, il n'est pas perceptible. Mais de plus en plus, dans certains pays, Nigeria, c'est valable, au Cameroun aussi, il y a quelques industries qui sont encore, je dirais, périphériques, et les conditions ne sont pas toujours très réunies pour que ça aille plus loin. Mais, comme beaucoup d'acteurs de l'économie, d'industriels, c'est difficile de trouver des financements, surtout des financements à long terme, puisque l'industrie, ce n'est pas des financements sur 3-4 ans, c'est sur 10-15 ans. Très difficile, aucune banque ne fait ce type de financement. Et puis les institutions internationales qui apportent là, ils ont des conditionnalités souvent difficiles. De plus en plus, donc, il y a des banques qui commencent, donc, y compris des banques panafricaines, à avoir cet intérêt à investir sur l'industrie. Ces institutions commencent à créer un écosystème qui peut être favorable à cette industrialisation. Pour en revenir à la banque Michel Lobé-Ouané, on voit que les secteurs de prédilection de tous ces milliardaires portent sur les télécommunications, l'agro-industrie, le tourisme et les banques, mais c'est très récent. C'est un secteur qu'ils ont eu beaucoup de mal à investir parce que justement les banques internationales s'y opposaient. Pourquoi cet ostracisme envers les riches africains qui ont voulu investir dans la finance et créer des banques panafricaines?
Mais parce que c'est un marché, le marché financier, c'est la clé de la richesse, c'est la clé du développement, c'est la clé de la prospérité. Et pendant des décennies, en Afrique, il y a même des pays en Afrique francophone où il était interdit à un local, un national, de créer une banque. Et il y a eu comme une révolution dans les années 90 où de plus en plus donc, de banques africaines sont nées. L'histoire intéressante, passionnante que j'ai vraiment adorée, c'est celle que raconte Kofi Djondo. Kofi, le Togolais, Le Kofi Djondo, fondateur qui est le d'Ecobank, fondateur oui. d'Ecobank. Même lorsqu'il a réussi avec un Nigérien qui était son Son complice dans cette associé. affaire, son associé, à réunir des capitaux africains, les banques françaises ont refusé de De leur les apporter, accompagner. de les accompagner. Il a fallu qu'il aille à Londres pour convaincre la Citibank de venir. Et les Français avaient conseillé à Houphouët-Boigny de ne pas encourager ce projet. Parce que, oui, les Français participent. La BIAO, par exemple, Ça faisait ombrage aux banques aux françaises banques françaises, présentes la en BIAO, Afrique. la BNP, enfin, donc c'est un combat qui a été mené de l'intérieur et qui a enfin abouti. Et aujourd'hui, les banques africaines commencent, donc elles ont pris pignon sur rue, beaucoup de banques occidentales se sont retirées, des banques françaises, quelques banques anglaises et tout. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est un écosystème Secteur qui se met en place et c'est un secteur. que les Africains ont réussi à conquérir. Pour finir, Michel Lobé-Ouané, l'Afrique demain, l'Afrique de ces milliardaires-là, l'Afrique rêvée par ces milliardaires, quelle est-elle? Pour moi, c'est eux qui vont construire, et ils ont commencé à construire la prospérité de l'Afrique. Moi, je pense aussi que ce serait bien que, comme les Américains et les milliardaires américains, beaucoup de monde ont fait, qu'ils créent aussi une espèce de front panafricain. Aujourd'hui, on parle la ZECA, la zone de libre-échange, qui est un front pour effectivement aussi impacter nos pays, influencer les décideurs, faire en sorte que beaucoup des obstacles auxquels ils font face puissent être adressés et qu'ils le fassent de front. Et je pense que l'époque s'ouvre à cela. Je terminerai en disant que oui, il y a aussi ces jeunes-là qui arrivent, les start-upers et tout. Et bientôt, je pense qu'il y aura des milliardaires qui sont nés de ces start-up. Et nos jeunes start-upers sont aussi l'espoir de demain. Merci Michel Lobé-Ouané. Merci, merci Denise.